Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Nexus et aujourd'hui on va parler de 3 mystères terrifiants qui ont intrigué, fasciné mais surtout inquiété le monde entier et plus particulièrement le monde d'Internet. En effet, des utilisateurs ont confectionné des théories allant de très vraisemblables à complètement folles pour tenter de dévoiler la vérité derrière ces affaires irrésolues. Et aujourd'hui nous allons les présenter et les discuter. C'est parti. Elle avait des crises terribles d'hallucination, se dressant sur son lit, voyant le sang qui tombait du plafond. Connaissez-vous la petite ville de Pont-Saint-Esprit située dans le sud de la France? Il est fort probable que non, car il s'agit d'une municipalité sans histoire. Ou presque. En effet, il y a plus de 70 ans, une affaire des plus mystérieuses a défrayé la chronique au sein de ce petit village du Gard. Retour en 1951, alors que Pont-Saint-Esprit compte environ 450 000 habitants. Le matin du 16 août, les 3 médecins de la petite ville reçoivent bien plus de gens que d'habitude dans leur cabinet. Les patients sont plus ou moins malades, mais ils présentent des symptômes identiques. Frissons, maux de ventre, bouffées de chaleur et vomissements. Pour les professionnels de santé, il s'agit d'une intoxication alimentaire collective dont la cause demeure cependant inconnue. Les enquêteurs tentent de trouver l'origine de cet incident sanitaire, mais sont stoppés net dans leurs recherches car la situation ne fait qu'empirer à Pont-Saint-Esprit. Ce qui était au départ une contamination mineure s'étend à une grande partie des Spiripontains, avec environ 130 personnes intoxiquées sur la seule journée du 21 août. Et comme si ça ne suffisait pas, les symptômes deviennent de plus en plus inquiétants. Désormais, les malades ont l'impression de brûler de l'intérieur, ou que des serpents leur déchirent l'estomac. En plus, ceux-ci souffrent de violentes hallucinations visuelles. Crainte de persécution, un désir de fuir, un sentiment d'être habité par des forces mystérieuses, d'être brûlé. Évidemment, les moyens de la petite ville ne sont pas assez conséquents pour gérer une pareille hystérie collective, et Pont-Saint-Esprit se transforme peu à peu en enfer sur Terre. Dans la nuit du 25 au 26 août, plus tard surnommée la nuit de l'Apocalypse, une vingtaine de personnes déambulent dans les rues, ayant complètement perdu la raison. Certains prétendent que des démons sont à leur trousse, tandis que d'autres se jettent dans le Rhône pour éteindre les flammes qui les rongent de l'intérieur. Pire encore, quelques-uns vont jusqu'à se défenestrer pour mettre fin à leur vision d'horreur. Après que les démons aient été internés en hôpital psychiatrique et que le calme soit retombé, le bilan est lourd. 7 morts et environ 300 personnes contaminées. Mais qu'est-ce qui a bien pu provoquer un tel chaos? En réalité, les médecins trouvent très vite le coupable, le pain. De fait, tous les malades ont en commun d'avoir consommé du pain à la seule boulangerie de la ville. C'est le dimanche matin, vers les 11h, que je suis allé à la boulangerie. Monsieur Briand était absent, et j'ai dit à sa fille qui servait, j'ai l'impression que votre pain est toxique. Cette intoxication alimentaire due au pain est plutôt logique quand on évoque le contexte autour de l'affaire. Il faut se rappeler que nous sommes dans une France qui vient de sortir de la Seconde Guerre mondiale et où le pain est la denrée la plus répandue. Cependant, dans de nombreuses régions françaises comme l'Occitanie, il est souvent de mauvaise qualité car devant être produit en quantité importante. Mais le problème est le suivant. Qu'est-ce qui a empoisonné le pain et qui est à l'origine de cette intoxication? Les scientifiques proposent d'abord la piste de l'ergot de seigle, un champignon se développant sur le blé et étant à l'origine d'une maladie provoquant des hallucinations similaires à celles dont ont souffert les Spiripontains, l'ergotisme. Au Moyen-Âge, cette infection a causé des ravages et était appelée le feu Saint-Antoine, justement en référence à cette horrible sensation de brûler de l'intérieur. Sur la base de cette hypothèse, le boulanger et son meunier sont arrêtés car accusés d'avoir empoisonné volontairement le pain via ce champignon toxique. Mais un mois plus tard, les analyses tombent, aucune trace d'ergot de seigle dans la farine du meunier. L'enquête repart donc de zéro et sera même finalement abandonnée. Durant des années, des journalistes et spécialistes vont fournir des théories pour essayer de comprendre les événements de Pont-Saint-Esprit. Certains pensent à un empoisonnement au mercure, tandis que d'autres expliquent que l'incident serait dû à des mycotoxines qui se développent fréquemment dans les silos à grains. Une des versions les plus tenaces et les plus plausibles est celle du blanchiment de la farine. Dans les années 1950, la farine parfaitement blanche était préférée par les consommateurs, ce qui incitait certains minotiers à utiliser des machines illégales impliquant de l'agène, un composé chimique pathogène. Vous l'aurez compris, les hypothèses ne manquent pas pour tenter d'expliquer l'origine de ce drame. Mais une d'entre elles se détache pour son côté sensationnel. Et si c'était la CIA qui avait volontairement empoisonné le village via du LSD? Cette théorie complètement folle a été développée par le journaliste américain Hank Albarelli en 2009 et elle a reçu un engouement médiatique énorme. Je n'ai aucun doute sur le fait que Pont-Saint-Esprit était une opération secrète de l'armée américaine.
Albarelli fait des recherches sur le suicide mystérieux d'un biochimiste de la CIA ayant travaillé sur la manipulation mentale, Frank Olson. Il apprend qu'il s'est rendu dans le sud de la France peu avant sa mort. À son retour, le chercheur dit à sa femme avoir commis une terrible erreur. Plus intriguant encore, une transcription d'un échange déclassifié entre la CIA et le laboratoire où a été découvert le LSD, l'entreprise Sandoz, fait mention de l'incident de Pont-Saint-Esprit comme d'un exemple des opérations secrètes de l'agence. Enfin, le journaliste aurait parlé avec 2 anciens chercheurs qui auraient révélé que Pont-Saint-Esprit a subi une pulvérisation aérienne au LSD. Mais alors, cette hypothèse est-elle vraie ? L'homme qui a découvert le LSD en 1938, Albert Hofmann, a été sollicité pour déterminer si la contamination était l'œuvre de la substance illégale. Ce dernier émettra un avis positif, avant de se rétracter en expliquant que les effets du LSD sont immédiats. En outre, dans son ouvrage Le pain maudit, l'américain Stephen Kaplan démonte complètement la thèse de Albarelli, la qualifiant de complotiste et d'infondée. Il explique que si l'armée américaine s'est effectivement intéressée à l'affaire, c'est pour comprendre la cause de l'incident, et certainement pas car ils en sont à l'origine. Il explique également que, étant donné le contexte avec la relation de confiance entre la France et les États-Unis au sortir de la guerre, il est impossible que les Américains se soient risqués à dégrader leur entente avec notre pays. Les hypothèses les plus plausibles restent donc celles des mycotoxines ou du blanchiment illégal de la farine. Quoi qu'il en soit, les habitants de Pont-Saint-Esprit, toujours traumatisés par ce drame, attendent que la vérité éclate. Nous sommes le 22 novembre 1987 à Chicago, aux États-Unis. Il est 21h et la chaîne de télévision locale WGN, comme à son habitude, diffuse un récapitulatif des événements sportifs du jour. Et alors que le présentateur se félicite de la victoire des Chicago Bears, l'écran devient complètement noir. Les spectateurs, interloqués, ont à peine le temps de s'interroger sur ce qu'il se passe que l'image revient, mais ce que le public voit est totalement différent du programme habituel. On y aperçoit un homme portant un masque de Max Headroom, un personnage provenant d'une série télévisée éponyme de l'époque, des lunettes de soleil et le tout dans un fond qui parodie cette même série. Le mystérieux individu ne prononce pas le moindre mot et se met simplement à danser de manière inquiétante devant la caméra pendant une trentaine de secondes. Le signal revient à la normale, tout le monde est sous le choc. Que vient-il de se passer ? Le présentateur de la chaîne, Don Rohn, tout aussi étonné que les téléspectateurs, se pose la question. Oh, if you're wondering what's happened, so am I. Mais malgré tout, l'émission suit son cours sans nouvelle interruption. Ce qui nous amène à 23h15, où lors de la diffusion d'un épisode de la série Doctor Who sur une filiale de WGN, une deuxième interruption survient, mais cette fois-ci, elle est beaucoup plus longue. L'homme masqué revient et désormais, il a des choses à dire. Il commence par insulter un des présentateurs de la chaîne, Chuck Swirsky. Il fait un doigt d'honneur à l'écran, chante le générique de Clutch Cargo, une série d'animation des années 1960, et finit par se faire fesser par une femme inconnue via une tapette à mouche. Mais la phrase la plus marquante que prononce le hacker est la suivante. Oh, I just made a giant masterpiece for all the greatest world newspaper nerds. Le signal revient une fois de plus à la normale et il est maintenant clair qu'en l'espace de 2 heures, la chaîne WGN vient de subir un piratage de grande envergure. Il est également plutôt évident que les personnes qui sont derrière cette interruption avaient pour but de critiquer la petite chaîne américaine avec plusieurs références au programme qu'elle diffusait, mais surtout de choquer le monde de la télé. En tout cas, à ce moment-là, les spectateurs sont effrayés par ce qu'il vient de se passer et en régie, c'est la panique. Les techniciens de maintenance pensent à l'époque que le hacker se situe forcément dans le bâtiment pour avoir réussi à intercepter les ondes radio et le studio sera fouillé de fond en comble sans qu'aucune trace du criminel ne soit retrouvée. Plus tard, alors que le piratage fait la une des journaux, la FCC, l'organisme qui se charge de la réputation et de la régulation des programmes télévisuels, et le FBI, se penchent sur l'affaire mais ne parviennent pas à trouver les auteurs. Malgré tout, les enquêteurs rassemblent plusieurs informations sur les pirates. Pour commencer, les criminels seraient 3. L'homme masqué bien sûr, mais aussi la femme qui est présente avec lui dans le dernier segment de l'enregistrement, ainsi qu'une 3e personne qui tient la caméra, comme on peut le voir avec de légers mouvements de cette dernière. D'un point de vue technique, un piratage de si grande envergure a nécessité aux hackers un matériel très coûteux pour parvenir à diffuser leurs vidéos et des connaissances en radiodiffusion. Pour faire simple, cela implique de transmettre un signal plus puissant que celui de WGN à un émetteur pour que celui-ci soit remplacé.
En outre, on détermine également qu'il faut que le pirate se soit placé sur un building assez élevé et situé entre la tour STL et le studio de télévision. Néanmoins, les investigations se révéleront infructueuses et le coupable n'a toujours pas été démasqué. De nombreuses théories se sont développées par la suite sur des réseaux tels que Reddit. Certaines personnes accusent un hacker déjà connu des autorités de l'époque, Captain Midnight, de son vrai nom John McDougal, qui, un an plus tôt, avait déjà détourné la diffusion de HBO pour afficher un message de protestation contre la hausse des prix d'un abonnement à la chaîne. Mais le problème est que les motivations entre les deux incidents ne semblent pas du tout liées. Le suspect vivait de plus en Floride au moment des faits et il travaillait seul, contrairement au hacker de 1987. On a aussi pensé que le coupable pouvait être Eric Fournier, un créateur américain de vidéos étranges et flippantes sur YouTube dans les années 2000. Seulement car l'esthétique des deux travaux est similaire et que Fournier habitait près de Chicago à ce moment-là. Mais cette théorie, très peu crédible, a été vite démentie par un des membres du groupe de l'artiste. De plus, les dates ne collent pas. Enfin, la piste la plus solide est celle d'un utilisateur Reddit ayant affirmé en 2010 qu'il a connu le groupe de hackers derrière tout cela. Il a raconté avoir rencontré deux frères qui vivaient à Chicago dans les années 1980, dont l'un avait emménagé dans un appartement avec sa petite amie où il s'essayait au piratage. Lors d'une fête avec les personnes qu'il mentionne, l'utilisateur affirme avoir surpris une conversation où l'un des deux frères disait que quelque chose de grand allait se passer à la télé ce soir-là et qu'il ferait mieux de jeter un coup d'œil à WGN TV. Cependant, la personne de Reddit ne donne jamais le nom des deux frères qu'il met en cause de l'incident et ils sont simplement appelés par les initiales J et K. Cela rend donc impossible de les contacter pour en savoir plus. En outre, l'utilisateur a par la suite émis des doutes sur sa propre théorie car, après avoir échangé avec des techniciens des deux chaînes piratées à l'époque, ces derniers ont affirmé que le hacker avait forcément été un employé de l'entreprise car une opération de ce genre nécessite des connaissances extrêmement pointues dans la télécommunication. Une seule question reste en suspens, qui étaient ceux ou ces employés? She kept looking outside the door. Why is the elevator not going anywhere? Is someone keeping her here? Her hand? 14 février 2013. L'utilisateur YouTube Denis Romero publie une vidéo étrange et dérangeante sur son compte. On y voit une femme d'une vingtaine d'années arriver dans l'ascenseur d'un hôtel, visiblement paniquée. Elle entre et ressort plusieurs fois dans celui-ci en jetant constamment des regards apeurés, comme si elle était effrayée par quelqu'un ou quelque chose dans le couloir. Elle appuie ensuite frénétiquement sur plusieurs boutons sans que l'ascenseur ne se referme. Elle se cache dans la cabine, fait des allées et venues erratiques et se met à faire des gestes étranges avec ses mains qui donnent l'impression qu'elle parle à quelqu'un que la caméra ne peut pas voir. La jeune femme finit par quitter l'ascenseur avant que ce dernier ne se referme après plusieurs secondes. Cette vidéo terrifiante, très vite devenue virale sur YouTube, n'est pas une mise en scène. En effet, il s'agit d'une pièce à conviction rendue publique par la police de Los Angeles concernant un cas des plus sordides, l'affaire Elisa Lam. 3 semaines avant la mise en ligne de la vidéo, Elisa Lam, une étudiante canadienne d'origine hongkongaise, annonce sur son Tumblr qu'elle compte partir en voyage pour la Californie du Sud dans les prochains jours. La jeune femme commence son périple et s'arrête d'abord à San Diego, puis à LA, où elle séjourne à partir du 28 janvier dans le Cecil Hotel. On lui donne initialement une chambre partagée au 5e, mais son colocataire se plaint très vite d'un comportement qualifié d'anormal et elle est déplacée dans une chambre seule. L'étudiante de Vancouver prévoit de partir le 31 janvier pour Santa Cruz. Problème, c'est également le jour où ses parents, qui n'ont aucune nouvelle de leur fille contrairement à d'habitude, décident de signaler sa disparition. La police, qui mène son enquête dans le Cecil Hotel, décide en même temps de publier la fameuse vidéo de l'ascenseur sur son site. Mais les investigations patinent car les témoignages sont rares, personne ne sait où est passée Elisa Lam. Pourtant, quelques temps plus tard, les clients de l'établissement se plaignent vivement de l'eau courante dans leur chambre. Celle-ci a une couleur marron, un goût repoussant et un faible débit. It wasn't right. There was something wrong. The pressure in the water was terrible. The shower was awful. The water, and when you turned the tap on, the water was coming black first. L'hôtel contacte donc un service de gestion qui se rend sur le toit pour inspecter les 4 réservoirs. C'est là qu'ils font une macabre découverte. Le corps décomposé d'Elisa Lam flotte dans l'un d'eux, complètement nu, ses effets personnels à côté d'elle. L'autopsie de la jeune femme ne révèle aucune trace de blessure interne ou externe, ni de viol. Les analyses toxicologiques, quant à elles, ne déterminent aucune intoxication via la drogue ou l'alcool, mais des traces de médicaments.
Il s'agit de traitements pour les troubles bipolaires et la dépression nerveuse. En effet, l'étudiante souffrait de ces deux troubles et en avait même fait part publiquement sur son Tumblr. Elle écrit « Parfois, on regarde le monde et on se dit qu'il n'en vaut pas la peine ». S'agirait-il donc d'un suicide? Eh bien, c'est peu probable, car si on se souvient du lieu et des conditions dans lesquelles a été retrouvé le corps, cette hypothèse paraît peu plausible. Non seulement le toit de l'hôtel est difficilement accessible, car l'accès est protégé par une porte verrouillée, mais en plus, les citernes sont constamment bloquées par des trappes qui contraignent sérieusement une tentative de pénétrer à l'intérieur. En outre, l'idée d'un suicide par noyade, et en étant complètement nu, est peu convaincant. Surtout si on prend en compte qu'on a retrouvé plusieurs affaires appartenant à la victime dans le réservoir. Cependant, l'hypothèse qu'Elisa Lam ait été en proie à une crise de démence amenant à une mort accidentelle est bien plus envisageable. De fait, si des traces des médicaments que prenait la jeune femme pour atténuer ses troubles du comportement ont bien été identifiées dans son sang, celles-ci étaient en très faible quantité. Cela indique que la jeune femme n'a pas pris son traitement correctement, ce qui aurait pu amener à un épisode psychotique où elle aurait été victime d'hallucinations qui expliqueraient son attitude étrange sur la vidéo de l'ascenseur. Se croyant poursuivie par des personnes mal intentionnées, Elisa Lam se serait réfugiée sur le toit du Cecil Hotel avant de tomber accidentellement dans la citerne et de se noyer. Pour d'autres, la mort d'Elisa Lam est en fait due à un meurtre. Une piste pas si invraisemblable lorsqu'on s'intéresse à nouveau au Tumblr de l'étudiante canadienne. Avant son voyage aux États-Unis, elle écrit vouloir rencontrer de nouvelles personnes et dit également qu'elle ne serait pas dérangée d'être abordée par un inconnu. Plus troublant encore, lors de son passage à LA, elle annonce sortir dehors mais espère qu'aucun gars flippant ne va l'approcher. Aurait-elle fait une rencontre qui aurait mal tourné ? Aurait-elle sympathisé avec la mauvaise personne? Si on s'intéresse au lieu où elle séjournait, l'hypothèse prend davantage de crédit. En effet, le Cecil Hotel n'est pas n'importe quel établissement. Cet hôtel style art déco, construit dans les années 1920 ayant subi de plein fouet la Grande Dépression, traîne depuis longtemps une sale réputation à cause des nombreux suicides, viols et meurtres qui s'y sont déroulés. Parmi les éléments de ce passé sordide, on retrouve notamment l'assassinat de Goldie Osgood, violé, étranglé et poignardé dans sa chambre en pleine journée, le fait que des tueurs en série comme Richard Ramirez ou Jack Unterweger y aient résidé pendant des semaines, ou encore que Elizabeth Short, la victime de la célèbre affaire du Dahlia noir, y soit passée juste avant d'être brutalement tué. Is there a room here that maybe somebody hasn't died in? I never got used to that. Never got used. Si on rajoute à cela l'extrême insalubrité du quartier de Skid Row qui entoure l'hôtel, un lieu défavorisé où les sans-abri, les toxicomanes ou les malades mentaux sont monnaie courante, la possibilité qu'Elisa Lam ait été victime d'un agresseur est envisageable. Mais, étant donné qu'aucune trace de coups ou de violence sexuelle n'a été retrouvée sur la victime, la police a vite écarté cette hypothèse. Depuis sa mort, Elisa Lam n'a pas cessé de titiller l'esprit des internautes qui se sont mis à imaginer des théories toujours plus folles pour tenter d'expliquer le mystère, des théories bien plus invraisemblables que celles du simple meurtre. Certains ont ainsi accusé le musicien de black metal Pablo Vergara, dit Morbid, d'avoir mis fin à la vie d'Elisa Lam, car il était présent au Cecil Hotel peu avant la mort de la jeune femme, et une de ses chansons de l'époque parlait même d'une fille morte noyée. D'autres ont pointé du doigt les similitudes entre l'affaire et le film d'Hideo Nakata Darkwater, sorti en 2002, ayant fait l'objet d'un remake en 2005. En effet, dans celui-ci, on nous raconte l'histoire de Yoshimi Matsubara, qui emménage avec sa fille dans un appartement en centre-ville. Très vite, dans l'immeuble, des phénomènes étranges qui ne sont pas sans rappeler l'affaire Elisa Lam apparaissent. L'héroïne se met à parler seule dans l'ascenseur, l'eau coule des robinets et est trouble, mais surtout la petite fille retrouve le cadavre d'une enfant de son âge dans la citerne sur le toit de l'immeuble. Ça commence à faire beaucoup, et certains forumers ont donc développé l'idée folle qu'Elisa Lam ait été victime d'un tueur qui voulait reproduire avec elle des scènes du film Darkwater. Ces spéculations versant dans le sensationnel, et bien sûr celles où le paranormal a sa place, nous montrent bien l'intérêt énorme que suscite le cas Elisa Lam sur internet et dans le monde, une affaire si mystérieuse qu'elle laisse place à tous les fantasmes. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur les 3 mystères terrifiants. Je me suis beaucoup amusé à la faire évidemment, et surtout à discuter et à présenter les différentes théories pour tenter de dévoiler la vérité sur ces affaires. Et n'hésitez surtout pas à me faire part en commentaire d'histoires que je n'ai pas traitées pour un épisode 2. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.